Il n'avait pas touché une femme depuis 12 ans. Et maintenant, la première qui tombait dans ses bras était presque détruite. James Coulter n'attendait plus grand-chose de la vie. Il vivait tranquille, seul dans ces collines arides de l'Arizona, avec pour seule compagnie le vent et le poids de souvenirs dont il ne parlait jamais. La poussière s'était installée dans les rides au coin de ses yeux comme une vieille amie, et le silence était une couverture si épaisse qu'il en oubliait parfois le son de sa propre voix. Son ranch n'était qu'une cicatrice sur la terre rouge, une cabane en bois burinée par le soleil et quelques corrals délabrés qui retenaient un troupeau de bétail à la volonté aussi tenace que la sienne. À 44 ans, James se déplaçait avec l'économie d'un homme qui a appris que chaque mouvement gaspillé est une goutte d'eau perdue dans le désert. Chaque lever de soleil peignait le ciel de promesses qu'il ne croyait plus, et chaque coucher de soleil ramenait l'étreinte familière de la solitude. C'était une vie réduite à l'essentiel, le travail, la survie et le fardeau silencieux de son passé. Une photo jaunie d'une femme au sourire timide était rangée dans un coffre en bois sous son lit, un sanctuaire de chagrin qu'il n'ouvrait que lorsque le whisky rendait les fantômes un peu trop bruyants. Il avait appris il y a longtemps que le seul moyen de survivre à la douleur était de ne rien ressentir du tout. Ce soir-là, le soleil saignait sur les mésas lointaines, enflammant le ciel d'un orange et d'un violet intense. Une chaleur oppressante s'appardait encore sur la terre. James effectuait sa ronde habituelle le long de la clôture du corral, le cuir de ses chaps usé craquant à chaque pas. Le vent transportait le parfum sec de créosote et de poussière. C'est alors qu'il entendit quelque chose, un son faible, presque animal, qui n'appartenait ni au vent ni à son bétail. Il s'arrêta, la main instinctivement posée sur le revolver à sa hanche, les yeux scrutant l'ombre grandissante près d'un bosquet de mesquites. Le son se répéta, un gémissement étranglé par la peur. C'est là qu'il la vit. D'abord, ce n'était qu'une forme, un tas de raillons recroquevillés contre la clôture. En s'approchant, la forme devint une personne. Une femme. Non, à peine plus qu'une fille, peut-être au début de la vingtaine. Elle tremblait de manière incontrôlable, ses membres aussi fins que des brindilles. Des haillons sales et déchirés pendaient sur son corps émacié, une épaule entièrement exposée, la peau couverte de crasses et de contusions. Elle était si maigre que je pouvais compter ses ribs à travers le tissu déchiré de sa robe. Elle semblait sur le point de s'effondrer. Quand ses yeux rencontraient les siens, il vit une terreur si pure, si primale, qu'il recula d'un pas. C'était le regard d'un animal piégé, prêt à se battre jusqu'à la mort. « Hé, doucement, dit-il, sa voix rauque à force de ne pas être utilisée. Il leva les mains lentement, paumes ouvertes. « Je ne vais pas vous faire de mal. » Elle se tassa encore plus, essayant de disparaître dans le sol. Un sanglot sec et rauque s'échappa de ses lèvres gercées. Il vit qu'elle n'avait pas de chaussures, ses pieds étaient sanglantés et couverts de pines de cactus. L'homme qu'il était autrefois, celui d'avant les fantômes et le silence, aurait su quoi faire. Cet homme est mort il y a longtemps, mais même dans ce désert de chagrin qu'était son cœur, quelque chose bougea. On ne laisse pas une créature, humaine ou non, mourir de cette façon. C'était une règle simple, la seule qui comptait vraiment ici. Il s'approcha prudemment, comme on approche un poulain sauvage. « Vous avez besoin d'eau, de nourriture. Laissez-moi vous aider. » Elle secoua la tête, un mouvement frénétique, ses yeux fiévreux fixés sur lui. Il pouvait voir maintenant que sa robe était ouverte sur le devant jusqu'à la taille, un long déchirement qui exposait sa peau meurtrie. Elle croisa instinctivement ses bras sur sa poitrine, non pas par pudeur, mais comme pour protéger quelque chose. « Écoutez, dit-il, sa patience s'usant face à sa propre maladresse, vous allez mourir si vous restez ici. Venez à la maison, juste pour un peu d'eau. » Il ne lui laissa pas le temps de protester. D'un mouvement sûr, il la souleva. Elle ne pesait presque rien, un simple sac d'os et de peur.
Elle laissa échapper un cri aigu de terreur et se débattit faiblement dans ses bras. Il la tint fermement, mais doucement, et se dirigea vers la faible lueur de sa cabane. À l'intérieur, la chaleur de la lanterne projetait des ombres dansantes sur les murs de bois nus. Il la déposa délicatement sur une chaise près du foyer éteint. Elle resta là, tremblante, le regard fixé sur la porte comme si elle planifiait sa fuite. Il lui apporta une tasse d'eau, et elle la but avec une soif désespérée, ses mains tremblantes faisant claquer la tasse contre ses dents. Il remarqua alors la puanteur de la maladie, une odeur douceâtre et putride de chair infectée. En regardant de plus près, il vit que le tissu de sa robe était collé à sa peau à plusieurs endroits par du sang séqué et du pus. Une longue coupure, noire et enflée, courait le long de son flanc. Si elle n'était pas nettoyée, la fièvre l'emporterait avant le lever du soleil. « Cette blessure, commença-t-il, sa voix plus douce maintenant, je dois la nettoyer. Je suis désolé, mais je dois enlever cette robe. » La terreur dans ses yeux s'intensifia. Elle se recroquevilla sur elle-même, secouant si violemment ses cheveux emmêlés volaient autour de son visage. « Non !» haleta-t-elle, sa première parole. C'était à peine un murmure. « Je dois le faire, ou la fièvre vous tuera !» insista-t-il, faisant un pas vers elle. Ses yeux s'écarquillèrent, remplis de larmes qui traçaient des sillons propres sur ses joues salées. Elle plaida, sa voix se brisant en un sanglot de pure angoisse. « S'il vous plaît, n'enlevez pas la robe !» Le mot, à peine un souffle, flotta entre eux, lourd de défi et de terreur. « Non !» James sentit une frustration glaciale le piquer. La pitié était une chose, mais la stupidité en était une autre. Il pouvait la laisser mourir par fierté ou par peur, ou il pouvait la forcer à vivre. Pour un homme qui avait passé 12 ans à éviter les décisions, celle-ci se présenta avec une clarté brutale. Il ne la laisserait pas mourir, pas dans sa maison, pas sous sa surveillance. « Je suis désolé, dit-il, et il n'y avait aucune place pour l'argumentation dans sa voix. Mais j'ai vu ce que la gangrène fait à un homme. Ce n'est pas une mort que l'on souhaite à qui que ce soit. » Il se déplaça avec une efficacité tranquille, allumant un petit feu dans le foyer pour chauffer de l'eau. Il sortit un couteau propre, une bouteille de whisky et des chiffons de son coffre de fourniture. Chaque mouvement était délibéré, ne lui laissant pas le temps de protester davantage. La terreur de la jeune femme était une chose palpable dans la pièce, une troisième présence. Elle se recroquevilla davantage, essayant de se rendre invisible, ses yeux suivant chacun de ses gestes avec une panique grandissante. Quand il revint vers elle avec le bol d'eau chaude et les chiffons, elle laissa échapper un petit gémissement. Il s'agenouilla devant elle, ignorant ses tremblements. « Cela va piquer, l'avertit-il. Mais c'est soit ça, soit je vous enterre demain. » Avec une douceur qui surprit même lui-même, il écarta ses mains qui protégeaient sa poitrine. Elle résista un instant, une force surprenante dans ses membres frêles, mais elle était affaiblie par la fièvre et la faim. Lentement, avec une précision chirurgicale, il commença à couper le tissu de la robe là où il était collé à la blessure sur son flanc. Le tissu céda, révélant la coupure enflée, rouge et suintante. Il serra la mâchoire et se mit au travail, nettoyant la saleté et l'infection. Elle grimaça de douleur, des larmes silencieuses coulant sur ses joues, mais elle ne cria pas. Le reste de la robe était si sale et déchiré qu'il fallait l'enlever. Il travailla avec une impersonnalité studieuse, détournant le regard autant que possible. Mais alors qu'il retirait un lambeau de tissu de son épaule, il se figea. Juste en dessus de sa clavicule, marqué dans sa peau comme on marque un animal, se trouvait un symbole, une marque, les lettres S, B, entrelacées dans un dessin cruel et élaboré. Il l'avait déjà vu, il y a des années. Une marque qui appartenait à un seul homme dans ce territoire, un homme qui traitait les gens comme du bétail. Sa main trembla. Pas de pitié, de fureur, une rage froide et familière, un serpent endormi depuis longtemps qui se réveillait dans ses entrailles. Le choc le frappa, non pas à cause de la cruauté de l'acte, il en avait vu assez pour ne plus être surpris, mais à cause de la connexion. Ce n'était pas un hasard, le mal de ce monde avait trouvé sa porte une fois de plus. C'était là le véritable choc, que l'on ne pouvait jamais vraiment en échapper. Il comprit soudain sa terreur, sa réticence à enlever la robe. Ce n'était pas de la pudeur, c'était la honte, la marque de propriété d'un monstre.
Il déglutit difficilement, le serpent de la rage s'enroulant plus étroitement dans sa poitrine. Il termina rapidement son travail, appliquant un cataplasme d'herbe et bandant la blessure avec des chiffons propres. Il la couvrit d'une lourde couverture de laine, cachant la marque odieuse à la vue. Elle était déjà à moitié consciente, ses yeux vitraux à cause de la fièvre. Il la souleva et la porta jusqu'à son propre lit, la seule autre pièce de la cabane. Elle s'enfonça dans l'épuisement sans un mot. Il passa la nuit sur une chaise près du feu, un fusil sur les genoux, écoutant le vent et sa respiration fébrile. Il n'a pas dormi. Chaque rafale de vent ressemblait à des pas, chaque ombre à une menace. Vers l'aube, quand la fièvre fut à son comble, elle commença à parler dans son délire, des mots fragmentés, des phrases sans queue ni tête. Mais ensuite, elle murmura un nom qui transforma la rage froide de James en un enfer glacial. Blackwood. Ne laissez pas Silas Blackwood. Le nom le frappa comme une balle. Silas Blackwood, l'homme qui possédait la moitié du comté. L'homme dont l'argent et le pouvoir étouffaient toute décence. L'homme qui était responsable de la photo jaunie dans le coffre sous son lit. Le serpent de la rage siffla, montrant ses crocs. Il n'y avait plus de hasard. C'était un règlement de compte qui venait de frapper à sa porte. Les 3 jours suivants furent un flou de soins et d'attente. La fièvre de la jeune femme se brisa le 2e jour. Il la nourrit de bouillon, cuillerée par cuillerée, comme un oisillon tombé du nid. Elle ne parla pas, et il ne posa pas de questions. Le nom de Blackwood et la marque sur sa peau suffisaient pour l'instant. Il l'appelait la fille dans sa tête. Le silence était redevenu leur langage commun. Le 4e jour, il entra dans la chambre pour trouver le lit vide. La panique lui serra la gorge. Il se précipita dehors et la trouva près du corral, jetant du foin à son unique cheval, le vieux Buster. Elle se déplaçait lentement, encore faible, mais il y avait une détermination dans ses gestes. Quand il le vit, elle sursauta, laissant tomber la fourche. La peur était de retour dans ses yeux. « Il fallait le faire », dit-elle doucement, sa voix encore rauque. Il hocha simplement la tête. Plus tard, ce jour-là, pendant qu'il réparait une selle, elle lui apporta une tasse d'eau sans qu'il le demande. C'était un petit geste, mais dans leur monde silencieux, il résonnait comme un cri, une trêve, peut-être même le début de la confiance. Il commença à penser à elle non plus comme la fille, mais comme Elara, le nom que sa propre mère portait. Les jours se transformèrent en une semaine. Une routine fragile s'installa. Elle aidait aux corvées, se déplaçant avec une grâce tranquille qui démentait l'horreur qu'elle avait subie. Il lui montra comment soigner la cheville foulée d'un veau, et elle lui montra comment trouver des herbes médicinales le long du lit de la crique asséchée. Les mots étaient rares, mais le silence n'était plus vide. Il était rempli d'une compréhension mutuelle, de 2 âmes brisées trouvant un réconfort précaire dans la solitude de l'autre. Il ne demanda jamais à propos de la marque, et elle ne parla jamais de Blackwood. C'était une blessure trop profonde pour être exposée à l'air. Puis, une après-midi, alors que le soleil était à son zénith, un nuage de poussière apparut à l'horizon. Ce n'était pas un nuage de pluie. Il se déplaçait trop vite, trop délibérément. 3 cavaliers. Le cœur de James se serra. Il savait qui ils étaient. Le serpent à l'intérieur de lui se déroula. Il avait espéré avoir plus de temps. Il jeta un coup d'œil à Elara. Elle avait vu la poussière aussi, et son visage était une masque de pure terreur. Elle recula vers la cabane, les yeux fixés sur les cavaliers qui approchaient. « Rentre à l'intérieur !» ordonna James, sa voix ne laissant aucune place à la discussion. « Verrouille la porte, ne sors pour rien au monde. » Elle hésita, ses yeux se posant sur lui, une question muette flottant entre nous. « Va !» aboya-t-il. Elle courut à l'intérieur. Il entendit pousser le lourd verrou. James se retourna pour faire face au cavalier, sa main planant au-dessus de son revolver. Ils s'arrêtèrent à une 20aine de mètres, leurs chevaux piaffant dans la poussière. L'homme au milieu, un type corpulent au visage cruel, sourit. « Colter, ça fait longtemps. On est venu chercher la marchandise de M. Blackwood. Tu nous la donnes gentiment et peut-être qu'on brûlera pas ta baraque jusqu'aux fondations. »
Le mot « marchandise » suspendit l'air chaud et lourd de l'Arizona, empoisonnant le silence. Le serpent de la rage de James, enroulé au plus profond de lui depuis 12 ans, se dressa enfin, ses crocs glacés dégoulinant de venin. Il fixa le visage suffisant de l'homme, le même homme qui se tenait à côté de Blackwood le jour où sa vie avait été réduite en cendres. Les fantômes de son passé n'étaient plus des chuchotements dans la nuit, ils étaient là, en chair et en os, venus réclamer la dernière chose qui avait osé pousser dans le sol stérile de son cœur. « Elle n'est la marchandise de personne », dit James. Sa voix était un grondement bas, le son de la roche se frottant contre la roche. L'homme de main gloussa un son laid qui ne touchait pas ses yeux morts. Blackwood a payé un bon prix pour elle. Il n'aime pas qu'on touche à sa propriété. Donne-la-nous, Coulter, et on s'en ira. Un souvenir fulgura dans l'esprit de James. L'odeur de la fumée, les flammes léchant les planches de sa première maison, le son de rire cruel alors qu'il se tenait impuissant. Il avait tout perdu cette nuit-là. Il ne perdrait plus rien. Pas aujourd'hui. Il avait passé 12 ans à mourir lentement. Soudain, il se sentit plus vivant que jamais. C'était une clarté terrible, merveilleuse. Parfois, la seule façon de racheter une vie est de risquer de la perdre. « La seule chose que vous obtiendrez ici, dit James, alors que sa main se referma sur la crosse usée de son colt, c'est un aller simple pour l'enfer. » Le monde explosa, l'homme de main dégaina, mais James était plus rapide. Le désert avait aiguisé ses réflexes jusqu'à une précision mortelle. Son colt aboya une fois, et l'homme au centre s'effondra de sa selle, un regard surpris gravé à jamais sur son visage. Les deux autres ouvrirent le feu, leurs balles sifflant près de l'oreille de James. Il plongea derrière une auge à bétail, le bois éclatant sous les impacts. Il tira 2 fois de plus, pas dans la précipitation, mais avec le calme méthodique d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Un deuxième cavalier tomba, serrant son épaule. Le troisième, voyant que les choses tournaient mal, fit faire demi-tour à son cheval et s'enfuit à toute allure, disparaissant dans son propre nuage de poussière. Le silence revint, plus lourd et plus définitif qu'avant. Il était assourdissant. Le cavalier blessé gisait sur le sol, gémissant. Il s'approcha, son arme pointée. « Dis à Blackwood, gronda-t-il, qu'il vienne la chercher lui-même s'il en a le courage. » L'homme hocha frénétiquement la tête et James le laissa rempler à son cheval et s'en aller en titubant. Il resta là, au milieu des conséquences, l'odeur de la poudre flottant dans l'air. Le verrou de la cabane grinça et Lara sortit, ses yeux immenses fixés sur la scène. Elle le regarda, puis les corps, puis de nouveau lui. La peur dans ses yeux était toujours là, mais elle était maintenant mêlée à autre chose, de l'étonnement. Et peut-être, juste peut-être, un éclat d'espoir. « Il va revenir », chuchota-t-elle, sa voix tremblante. « Je le sais, répondit-il, mais cette fois, nous serons prêts. » Ils n'eurent pas à attendre longtemps. 2 jours plus tard, quand l'aube pointait, Silas Blackwood arriva. Il n'était pas venu avec une armée, juste seul. C'était sa façon de faire, un affichage arrogant de son pouvoir. C'était un grand homme vêtu d'un costume noir coûteux qui semblait déplacé dans la poussière du ranch. Son visage était lisse et sans expression, ses yeux comme des éclats d'iglace. Il s'arrêta devant la cabane, son regard passant de James à Elara, qui se tenait juste derrière lui. Un sourire mauvais retourça ses lèvres. « Coulter, toujours en train de ramasser les restes, à ce que je vois. Cette garce m'appartient. Je l'ai achetée et marquée. Maintenant, écarte-toi. » Le serpent à l'intérieur de James se déchaîna. « Elle n'est pas à toi, pas plus que ma femme ne l'était. » Les yeux de Blackwood se plissèrent. « Ta femme était une transaction commerciale qui a mal tourné, un regrettable accident. »« Ce n'était pas un accident, » dit James, sa voix dangereusement calme. « Tu l'as fait tuer, parce qu'elle a découvert que tu volais des terres. Je n'avais pas de preuves à l'époque, mais les choses changent. » Blackwood gloussa. « Tu n'as toujours pas de preuves. Juste une esclave en fuite et une histoire inventée. J'ai son témoignage, et c'est tout ce dont le Marshal aura besoin. C'est fini, Blackwood. » Le visage de Blackwood se crispa de fureur. Il dégaina une petite Derringer de sa veste, mais une fois de plus, il était trop lent. Le colt de James était déjà dans sa main. Un seul coup de feu retentit dans l'air matinal. Blackwood tomba à genoux, une tache rouge s'étalant sur sa chemise blanche. Il regarda James, non pas avec haine, mais avec incrédulité.
Puis il s'effondra face contre terre dans la poussière. Le silence qui suivit était différent. Il n'était pas vide ou lourd de chagrin. Il était propre. Un nouveau départ. James regarda le corps de l'homme qui avait hanté sa vie pendant plus d'une décennie. Il ne ressentit rien, pas de triomphe, pas de satisfaction, juste du calme. Le serpent était enfin mort. Il sentit un léger contact sur son bras, et Lara était à côté de lui, ses doigts reposant doucement sur sa manche. Il tourna son regard vers elle. La peur dans ses yeux avait complètement disparu. À sa place, se trouvait une force tranquille et une gratitude qui lui coupa le souffle. « C'est fini », dit-elle doucement. Il hocha la tête, un poids énorme se levant de ses épaules, un poids qu'il avait porté si longtemps qu'il en avait oublié l'existence. Ils enterrèrent Blackwood à l'endroit où il était tombé, sans pierre ni prière. Plus tard ce soir, alors que la nuit tombait, James sortit le coffre en bois de sous son lit. Il l'ouvrit et sortit la photo jaunie. Il la regarda un long moment, puis il regarda Elara, qui se tenait dans l'embrasure de la lanterne. Lentement, il plaça la vieille photo dans le foyer. Les flammes la consumèrent, transformant le passé en cendres. Le lendemain matin, le soleil se leva, peignant le ciel de promesses. Pour la première fois depuis 12 ans, James Colter crut qu'il pourrait y en avoir une pour lui. Il se tenait avec Elara sur le porche, regardant l'horizon. La terre n'avait pas changé, mais tout était différent. Les cicatrices qu'ils portaient, à l'intérieur comme à l'extérieur, n'étaient pas la fin de leur histoire, mais la preuve qu'ils avaient survécu. Parfois, les plus grandes forces ne se trouvent pas en dégainant une arme, mais en choisissant la gentillesse quand le monde attend de la cruauté. Et peut-être que la plus grande rédemption n'est pas de venger le passé, mais de construire un avenir ensemble. Le ranch ne semblait plus être une cicatrice sur la terre, il semblait être un home.